Passion Auto Rétro est une présentation de Fitzbach Garage, Hagerty et Spécialité Hypertech. Cette année, notre globe-trotteur Mathieu Ziska nous amène aux États-Unis, dans l'État du Maine. Exactement, au Maine Classic Car Museum. C'est un musée qui existe depuis seulement 5 ans. Tout neuf. C'est assez nouveau. Il ne faut pas se fier aux apparences parce que la bâtisse, c'est pas une bâtisse exceptionnelle. Ça a plutôt l'air d'un entrepôt. Sauf que l'habit ne fait pas le moine. Quand on rentre à l'intérieur, c'est là qu'on voit la différence. Est-ce qu'autour du musée, il y a des choses à voir aussi? Bien, c'est proche de Old Orchard, de Kennebunkport. C'est une place assez touristique. Notre première voiture maintenant, une Chrysler Ghia GS1 1954. Exactement. Alors ça, c'est la suite du Chrysler K310 qui avait été faite en 1951. C'est une voiture du type sport à 4 places. Le modèle qui est ici a été gagnant au Pebble Beach. C'est un V8 de 331 pouces cubes, de 200 chevaux. Il y en a eu seulement 9 de produites et il y en aurait 5 qui survivraient aujourd'hui. C'est très peu. C'est une voiture qui se vend au-delà d'1 million de dollars. 1954, une Hudson Italia cette fois. Oui, alors ça, c'est dans la lignée des Corvettes, des Nash Healey et Kaiser Darren. C'est une voiture sport. Il y en a eu seulement 26 de fait. C'est un moteur 6 en ligne de 202 pouces cubes et de 114 chevaux. Il y a eu seulement 18 ou 19 commandes d'entrée pour ce véhicule-là. Son problème principal, c'était le prix. C'était 4 800 $, c'est-à-dire plus cher qu'une Corvette, d'une Cadillac, d'un Nash Healey, puis de la Kaiser Darren. J'imagine que le projet n'a pas été rentable globalement, là. Bien, exactement. Alors, c'est pour ça qu'il y en a eu seulement 26 de fait. On se déplace vers Ferrari en 1949. Une Ferrari 166 Inter. Ça, c'est la première Ferrari qui a été vendue comme un véhicule de route. Avant ça, c'était plutôt des véhicules de compétition. Le modèle qui est ici au musée, c'est le 16e qui a été produit. Ça a été vendu à un importateur de whisky, Johnny Walker. Je ne sais pas s'il le savait, mais il a fait un très bon placement. Un très bon placement dans le temps. Ce véhicule-là est certifié Ferrari. Le moteur, c'est un V12 de 2 litres pas gros, de ça, 90 chevaux. Alors, les pistons, d'après moi, doivent avoir 1 pouce de diamètre. Il y en a eu 38 de fabriqués, dont 3 cabriolets. Donc, des valeurs sûres. Une valeur sûre. 1957, une Chrysler Super Dart 400. Ça, je ne connais pas ça. Ça, c'est un prototype du temps de Virgil Exner. Là. Il était fort ses prototypes dans ce temps-là. C'est basé sur la Chrysler 300C, donc il y a un V8 392 émis de 400 chevaux. Ça a été le Best of Show à Pebble Beach, encore une fois. Il y en a une seule de produite et elle est complètement originale, jamais repeinturée, jamais rénovée, là, telle qu'elle a été faite en 1957. Le musée sont les 3e propriétaires. C'est un autre véhicule qui vaut au-dessus d'1 million de dollars. Hey, on parle d'un véhicule unique au monde. Unique au monde. Mathieu, on poursuit avec la compagnie Tatra. C'est 1940. Ça, c'est une compagnie que je ne connais pas du tout, moi. Alors, ça, c'est une compagnie tchécoslovaque qui avait commencé en 1850. Eux autres faisaient des wagons là, pour les chevaux. La voiture qu'on a ici, ça a été dessinée par les mêmes personnes qui ont conçu le ballon Zeppelin, le dirigeable. Le fameux dirigeable qui a brûlé, d'ailleurs. Exactement. Alors, c'était une des voitures les plus rapides au monde. Alors, ils ont continué à en fabriquer pendant la guerre parce que les Allemands l'aimaient beaucoup. C'était rapide. C'est un V8 cam en tête, refroidi à l'air de 3 litres. Oh, refroidi à l'air. Refroidi à l'air. Il y avait une transmission 4 vitesses manuelle, dont la 3e et 4e étaient synchronisées. On peut voir sur les images, il y avait comme un aile de requin en arrière, là, ou la partie moteur. C'était comme pour diviser l'air, ça, pour rendre la voiture plus aérodynamique. Ça se vendait 25 000 francs suisses dans le temps. Ça équivaut à 125 000 aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'une valeur qu'aujourd'hui, elle a une valeur assez élevée? Je ne sais pas si ça vaut si cher que ça, mais c'est sûrement pas loin des 100 000 là. Il y en a eu 3 056 de fabriqués. Mathieu, on va faire une courte pause, puis après, on continue la visite de notre musée. Oui. Mario, dans l'histoire du Pont de Québec, la photo qui est pas mal la plus populaire, celle qu'on a plus vue, c'est une photo extraordinaire. On voit la travée centrale descendre, mais elle est photographiée en plein au moment où elle tombe sur le fleuve Saint-Laurent. On voit même une vague monter. Effectivement, c'est la photo. Écoute, à l'époque, il fallait le faire. Là. On n'est pas en 2024, là. On est en 1916. Elle est attribuable à M. John Dufresne. M. John Dufresne avait été payé pour prendre des belles photographies. Il était tout près de la structure qui était en train de monter. Et il était sur un chaland, qu'on appelle. Et lorsque la structure s'est décrochée, juste au moment où elle a touché l'eau, il a réussi à prendre le cliché. Puis là, la vague que ça a fait, le M. Dufresne, lui, il s'est ramassé à l'eau. Heureusement, l'appareil photo, non. Son bateau a comme... Le chaland, écoute, on peut comprendre. Oui, c'est une méchante vague. Il a tombé à l'eau. Et l'anecdote là-dedans, c'est que M. Dufresne était tellement fier de son coup, sans avoir vu l'épreuve finale, mais il doutait de quelque chose. Il savait. Il a comme été porté disparu suite à avoir tombé à l'eau pendant 3 jours. Même son épouse le pensait décédé. Lui, il était parti un peu sur la fête. Il était sur la rumba, comme on dit. Puis il avait oublié de rayer son nom de la liste des disparus. Puis il est réapparu chez eux 3 jours après. Sa femme a dit « Coudonc, t'arrives de où, toi, mon cher Du paradis. John? » Puis là, écoute, on peut comprendre un peu l'émoi de sa dame à l'époque. C'était quelque chose. Mais c'est grâce à lui qu'on a eu ce cliché qui a parcouru le monde entier encore aujourd'hui, qui est impressionnant à voir. Cette série-là, je conclue avec ça, Éric, je tiens à remercier beaucoup, malheureusement décédé le 23 mai l'année passée, 2023, Michel Lebreu, qui est l'auteur de ce livre, Les histoires méconnues sur le pont, mais aussi 2 autres livres sur le pont de Québec. Conférencier, il a consacré 50 ans de sa vie, Michel Lebreu, à l'histoire du pont. C'est quelque chose. Gérard Deltel veut vraiment faire de quoi avec les archives qu'il possède encore chez eux, qu'ils soient rapatriés dans un musée. C'est très, très, très important. Je veux remercier également Michel Savard de Val-Bélair qui m'a contacté au printemps. Il dit « Mario, j'ai plein d'archives pour toi, des coupures de journaux datant de 1898 à 1920 dans des méga scrapbooks que j'ai consultés pour un peu valider ce que je vous ai raconté pendant la série. Et suivez-nous également sur Facebook. Toutes mes capsules seront là prochainement, et ainsi que d'autres photos. Alors, le Pont de Québec me passionne également. Ma grand-mère, c'est une Lébreu, mais aucun lien de parenté avec Michel, personnellement. Mario, je tiens à te remercier vraiment, sincèrement, pour la qualité de la recherche, la qualité des reportages que tu nous as faits. C'est vraiment une job A1. Bravo et merci. La question-réponse est une présentation d'Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. Quelle a été la première pétrolière à commercialiser l'huile synthétique? En 1973, la pétrolière Mobil a lancé son huile synthétique Mobil 1 en Europe et l'année suivante aux États-Unis. Les conseils du pro est une présentation de Fitzbach Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Aujourd'hui, pour le conseil de pro, on va parler des cylindres de roue, qui est dans le système de freinage. On les voit pour les freins à tambour. Mettons, je me réveille un bon matin, puis je vois une fuite d'huile sur ma roue arrière. Est-ce que le cylindre de roue a un petit rapport là-dedans? À quelle heure tu travailles d'habitude? 8 heures, mettons. OK, à 8 heures, c'est bon. C'est probablement un de tes cylindres de roue. Les cylindres de roue, on va juste expliquer comment ça fonctionne. Les cylindres de roue, il y a 2 pistons à l'intérieur. L'huile arrive au centre quand on pèse sur la pédale. Les 2 pistons, forcément, par l'action de l'huile, vont vouloir s'éloigner de l'huile, forcément, à cause de la pression. En s'éloignant, à l'intérieur, je vais le démonter, il y a des pièces, vont pousser sur les sabots, vont les écarter, les éloigner l'un de l'autre, puis frotter dans le tambour pour le freinage. À l'intérieur, à 8 heures du matin, ta fuite, tu te lèves, ça coule dans ta roue.
C'est probablement causé par la petite membrane qu'il y a ici, qui, j'espère, va se laisser faire parce qu'on est presque en direct, puis elle ne voudra pas. On va voir de l'autre côté. Bon, voilà, elle est gentille. Il y a un ressort qui permet de garder tout ce beau monde-là ensemble. C'est probablement ta membrane qui va être due à être remplacée, mais si c'est pas ça qui fait défaut, c'est souvent l'intérieur qui est rouillé parce que l'huile à frein, il faut la remplacer régulièrement. Je dirais plutôt souvent dans la vie d'un véhicule, pour éviter qu'on ait de l'oxydation ou même de la corrosion. Et parfois, sur une certaine limite, le piston, lui, il va rester coincé et on n'aura plus de frein. Fait que, une fois que tu as remangé tes toasts, pris ton café, là, tu pourras remplacer tes cylindres de frein. Parfait. Merci beaucoup, André. Bienvenue. Mathieu, on poursuit la visite de notre musée. Cette fois-ci, une Kaiser Darren 1954. Exactement. Alors, c'est un véhicule qui a été dessiné par Dodge Darren, qui était un dessinateur automobile. C'est un 6 en ligne de 161 pouces cubes et de 90 chevaux, 3 vitesses avec overdrive. Le propriétaire de la compagnie, Henry Kaiser, ça, c'est un gars qui a possédé 1000 compagnies 1000. et 300 000 employés. Il y avait peut-être des sous. Ça, c'est le type qui était en dessous de la construction du barrage Hoover, des Liberty Ships dans le temps de la guerre. Il a fabriqué des automobiles, un programme d'assurance santé aux États-Unis. Ah, ouais. C'est un gars qui faisait de tout. Mettons, c'est un homme prospère. Exactement. Alors, le véhicule, c'est un véhicule qui avait une suspension à bord à torsion, monocoque et en fibre de verre. Il y en a eu seulement 435 de fabriqués. La principale particularité de ce véhicule-là, c'est que la porte était coulissante et qu'elle rentrait dans l'aile en avant. Et c'était très, très rare dans l'histoire de l'industrie automobile qu'on a vu des portes coulissantes. C'est une exception. C'est une exception, oui. Ensuite, on a un Hudson Hornet 1952. Une petite vedette de bande dessinée, de film pour enfants. Exactement. Alors, c'est un moteur, un 6 en ligne de 5 litres, 308 pouces cubes, de 145 chevaux. Le moteur, on appelait ça un H 145. Ça a gagné à Daytona Beach en 1951. Ça a été champion de NASCAR en 1952 et 1953. En 1951, il avait gagné 27 des 34 courses de stock car auxquelles il était inscrit. Alors, c'est un véhicule qui était puissant dans le temps. Puis, encore une fois, je le dis de nouveau, c'était une grande vedette pour les enfants, le fameux Hudson Hornet qu'on a vu dans le film Bagnole. Oui. 1959, cette fois-ci, une Mr. Schmidt KR 200. Exactement. Alors, ça, c'est un véhicule qui a été fabriqué par Messerschmitt, qui était une compagnie d'avions. Ce qu'on voulait, c'est d'avoir l'équivalent d'un scooter, mais être à l'abri. Alors, c'est une très petite voiture avec un moteur de 11 pouces cubes de 10 chevaux. La particularité de ce véhicule-là, c'était que les bancs étaient en tandem. Autrement dit, le passager était assis en arrière du chauffeur. Comme sur une moto. Comme sur une moto. Il y avait un toit en plexiglas. Puis il y a une édition limitée qui s'est vendue dernièrement à l'encan, 322 000 Quand même, hein? Ça fait assez cher la livre, là. Ça fait cher pour un petit véhicule comme Ouais. ça. Une Allard 1950, très belle voiture en passant. Ça, c'est une compagnie qui a été fondée en 1945 par Sidney Allard en Angleterre. Ces voitures-là avaient des V8. En général, c'était des V8 Ford au Mercury de 3,6 litres ou 4,4 litres. C'était exporté aux États-Unis sans moteur. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est souvent des moteurs de Ford qui sont dans ce véhicule-là. Il y en a même, ces moteurs-là avaient 110 forces, mais Zora Arcus Dontov, qui est en dessous de la planification de la Corvette, avait réussi à modifier ces moteurs-là pour développer 200 forces. Ça a couru aux 24 heures du Mans de 50 à 53. C'est un autre véhicule qui a terminé premier dans une exposition aux États-Unis encore. On poursuit avec une Ford Marmon Errington 1940. Oui, alors ça, c'est un Ford Station, si on peut dire, là, un Woody, comme on appelait. C'est un V8 flathead de 221 pouces cubes et 85 chevaux. C'est un autre véhicule qui a gagné une première place à Pebble Beach. Ce véhicule-là valait 875 $ et c'est la compagnie Marmon Errington qui les convertissait en 4 roues motrices. Ça coûtait 1805 $ pour la faire convertir, c'est-à-dire 2 fois le prix de l'auto. Il y avait un petit problème de marketing, là. Exactement. Alors, il s'en est vendu une par ARM Sotheby's en 2019 pour 252 000 $. Ils en ont fabriqué combien, tu as dit?
Quelques-unes seulement? Quelques-unes seulement. Mathieu, on n'a vraiment pas le temps de faire tout le tour du musée. C'est normal, mais tu peux nous donner encore quelques marques de voitures qu'on peut retrouver là-bas. Exactement. Alors, vous pouvez voir un Isata 300. BMW. BMW, un Cord 810, une de mes préférées. Ensuite, un Ferrari F2001, qui est une réplique de la Ferrari de Michael Schumacher. Un Chrysler TC Woody encore, un Thunderbird 57. Mercedes 1937, Delahaye 1947. En tout cas, il y a beaucoup de véhicules à voir dans ce musée-là là, qui sont assez rares puis assez exceptionnels. Encore une fois, on ne se fie pas à l'extérieur de la bâtisse, mais bien à ce qu'on a à l'intérieur. C'est un très beau musée à voir à cause de son contenu. Ben oui, exactement. Merci beaucoup, Mathieu. C'était super intéressant encore une fois. Ça m'a fait plaisir. Ce segment est une présentation de Les voitures anciennes du Québec. Dans le magazine de l'Auto ancienne, nous avons un collaborateur important qui s'appelle Charles Bertrand. Il nous surprend mois après mois avec des articles plus colorés les uns que les autres. Que ce soit pour couvrir des aspects du design dans l'évolution, des nouveautés techniques, des échecs de commercialisation ou tout simplement des reportages photos sur des modes emblématiques de l'époque. Pour plus de détails, abonnez-vous. Ce volet informatif vous est présenté par Black Circles, la façon simple d'acheter les pneus et jantes en ligne. Que signifie la certification M+S sur les pneus? Réponse D. M+S est l'abréviation de Mud and Snow, qui indique qu'un pneu respecte des normes plus élevées qu'un pneu qui n'a pas cette mention concernant la boue et la neige. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Silvio Veilleux, qui est fondateur du Club Beauté d'Acier de Saint-Georges-de-Beauce, également grand collectionneur. Bonjour, Silvio. Bonjour, Éric. J'aimerais savoir, on entend beaucoup parler du marché présentement. Comment se comporte le marché de la voiture antique présentement? Bon, le marché se comporte bien. Par contre, on sent un ralentissement qu'on avait anticipé. Il y a un petit ralentissement, là, puis une baisse des prix aussi un peu, là. C'est un peu comme la bourse. Ça varie, ça descend, ça monte, tout dépendant de l'offre et la demande. C'est bien ça? C'est ça. Quelle est vraiment la valeur d'une voiture antique aujourd'hui? Comment qu'on fait pour évaluer ça? Ça paraît simple, mais c'est pas simple du tout. Non, c'est pas simple. Puis je pense que de plus en plus, il faut faire affaire avec un évaluateur ou un collectionneur qui connaît ça pour nous guider dans ça, surtout si on n'a pas beaucoup de compétences, là. Parce qu'il y a beaucoup de critères, OK? Les modèles, les options, la production totale, le moteur, quelle sorte de moteur. Il y a beaucoup d'affaires dans ça, là. On donne un exemple. Si on a, mettons, un Ford 34, il peut avoir une certaine valeur, mais tout dépendant de son état, bien oui, est-ce que c'est un 4 portes ou un 2 portes? J'imagine que le 2 portes va avoir plus de valeur que le 4 portes. Si est roadster, bien là, on monte encore plus haut. Puis dans les mécaniques, la même chose. Un véhicule avec un 6 cylindres en ligne doit valoir moins cher en général qu'un V8, par exemple. Ah oui, c'est une certitude, ça. Oui. C'est pas parce qu'une voiture est vieille que ça vaut cher aussi. Absolument pas. Ça, c'est un vieux mythe, là. Mais c'est pas vrai. Le meilleur exemple, c'est un Ford Model T. J'ai rien contre les Ford Model T, Eric, là. Même je les aime beaucoup. Sauf qu'un Ford Model T, bien, il y en a eu 16 millions. C'est du stock. Ouais. Il n'y a à peu près pas une ferme aux États-Unis qui n'a pas un Ford Model T caché dans une grange ou d'un garage. Ça fait que c'est pas vraiment rare, là. Donc, ça a une bonne valeur, mais pas une valeur comme il y en a qui pensent que ça a, là, des centaines de milliers de dollars. Oubliez ça, là, on n'est pas là. Non, on peut avoir un 1957 chez GM, mettons un Chevrolet Bel Air, pour donner un exemple, qui va avoir beaucoup plus de demandes, qui va avoir, même si c'était produit pendant longtemps et à une grande quantité, la valeur va être encore plus présente. C'est certainement, oui. Silvio, les restos-modes sont à la mode, il faut le dire. Extrêmement. Comment on fait pour définir un resto-mode? La vraie définition, c'est quoi? Bien, un resto-mode, là, c'est une voiture qui a un look antique, puis qui a été complètement transformée. C'est-à-dire une mécanique récente, des suspensions nouvelles, des breaks nouveaux, des mags neufs. Tout est neuf dans ça. Même l'intérieur, l'habitacle a été tout remodelé.
OK. C'est ça un resto mode et c'est très dispendieux un vrai resto mode. C'est dispendieux à fabriquer À fabriquer puis à acheter aussi. aussi, parce qu'il y a quand même une certaine demande pour les restos Oui. mode. Puis on entend beaucoup de monde dire j'ai un resto mode. Bien, excusez, là, mais si tu as une Chevelle 69 et tu as juste mis un moteur récent, bien, tu n'as pas un resto mode. Non. Tu as un modifié. C'est ça, c'est une voiture modifiée. C'est ça. Fait que resto mode, on parle de toutes les composantes mécaniques, de sécurité, mécanique, transmission. Body même, tout y passe. Tout y passe. Ouais, ouais. Il y a aussi les hot rods qu'on voit. C'est une mode qui existe depuis des années, le hot rod. Oui. Comment est-ce qu'on porte dans le marché présentement? C'est pas mal toujours égal, le hot rod. Il y a toujours eu de la demande, puis il y en a encore, puis je pense qu'il va toujours en avoir. Par contre, il faut faire attention, là, quand on parle d'un hot rod là, pour les moteurs, là. Parce que des fois, on voit un hot rod, un Ford 34, mettons, Avec un moteur de Chevrolet? avec un moteur de c'est ça. Chevrolet. Ça, c'est pas... C'est pas l'idéal. Pas conseillé beaucoup, là. Mettez-vous un moteur Ford. Vous avez un Chrysler, mettez un moteur Chrysler, puis ça va être beaucoup mieux. C'est plus... Plus dans le vent de la voiture. Oui, là. c'est ça, oui. Puis au niveau de l'évaluation d'un hot rod, j'imagine que pour un évaluateur, c'est pas une job facile. Tu dois aller voir probablement des tendances de marché, puis ça doit pas être facile à évaluer. Ah, il faut décortiquer beaucoup. Il faut décortiquer, puis il faut analyser ça beaucoup parce que chaque évaluation est différente. Puis il faut... Écoutez, une évaluation, c'est jamais parfaite à 100 là. Donc ça donne une tendance du marché. Une grande tendance, c'est qu'on se rapproche beaucoup, mais il y a toujours une petite marge d'erreur. C'est ça. On n'est pas au dollar près. Non. Merci beaucoup, Silvio. Super intéressant. Merci. T'es-tu capable de voir encore au travers de la vitre le cadrage, Rick? Une tondeuse. Une tondeuse, bien sûr. On en a une à chaque plateau. Tondeuse. Oh, Ouais, tondeuse. Une génératrice. Il n'y avait pas de tondeuse avant ton décompte. Ça donnait décompte, la tondeuse est partie. Mais explique-moi ça. OK, Bazooka, ça ferait la job, je pense. Puis il s'approche, ta barouette. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de la marina de Saint-Romuald, tout près de Québec, qu'on vous présente le coup de marteau. Lorsqu'on partait le matin, qu'on voulait, à ce moment-là, En fait, à amorcer. amorcer l'essence, on recommence tout Oui, ça. on parce qu'il recommence. y a jamais l'enfant dedans. Moi, ça se fait. On a un petit bloopers, là. Ah, OK. OK, ça va marcher, là. OK. Cette locomotive avait même un surnom. On la surnommait Ah, oui. Molly. Oh, oui, c'est cute. Parce que tous les jours, elle partait de Saint-Romuald. On commence-tu? Avec la feuille qui partait en même temps. Voiture ancienne du Québec peut vous aider à organiser des expositions, que ce soit à la carte ou avec clé en main. Non, c'est le mien. Il est là, il est dans le char, tu sais. Fait que tu l'entends, ça. Tu m'excuses. Devant. Excusez-moi. Ah ben là, on va faire des pit-pits sur le bloopers, là. Cette année, notre globe-trotteur Mathieu Ziska nous amène aux États-Unis, au Maine Globe... Pouf. Sont dessus. Ben, enfin, on n'entendra plus Moi, rien. dans ma vie, là, le vent, ça me gosse. On fait le blooper, on le fait juste. C'est ça que ça va donner comme résultat. Excusez. OK, on reprend dans 3, 2. Ça va? Tu as- Ça a l'air qu'on connaît, ça marche. Oh, merci. Merci. Hey, mon micro n'est pas installé. Rigueur, Éric. Ah, je me suis aperçu à temps, hein? Elle change de la rigueur. OK, on reprend dans un instant. J'ai du monde en arrière. Il est éclatant, Je sais plus quoi faire, c'est mal. Excusez. Ça va être maladroit. OK, je vais... Oh, madame!
vois vraiment pas que je suis en train de filmer. Je serais un fantôme, ce serait pareil. C'est comme si je n'existais pas. 1, 2, 1, 2. Patate poêle, mot du cave, nanana. Ah bon? 1, 2, 3, patate poêle, mot du cave, nanana. Comment répète donc ça? 1, 2, 3, patate poêle, mot du cave, nanana. 1, 2, 3, 4, mouticave. Patate poêle, mot du cave. Nanana. On va pratiquer la mâchoire un petit peu. Hey, tu fais Marlon Brando, là? Non, mais... Refais ça. Non, toi, non, je suis pas safe, je ferais pas ça. Ananas. Ils peuvent aussi même enregistrer. Non, j'ai rien dit. Nanana. Nanana. Hey, je pourrais y aller avec vous autres? Non, pas encore lui, ferme la porte. Pas gentil. Oh. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par Uniplus Network et Hagerty. C'était Éric Fortier, j'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion. Tu peux l'arrêter. Oui. Sur le dessus. Attends, pourquoi qu'elle arrête pas? Je te dois dessus longtemps? Non, c'est le piton du bas. Piton du bas. Puis il devrait s'éteindre tout de suite.